14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il s'est confié à moi sans aucune gêne. J'ai même eu le sentiment qu'il prenait du plaisir à se remémorer ses actes et que cela l'excitait d'en parler. Bonjour, ravi de vous retrouver en direct et en public depuis la foire de Châlons en Champagne avec aujourd'hui l'histoire d'un homme que l'on a surnommé le tueur au Polaroid, Volker Eckert, l'un des plus redoutables prédateurs de l'histoire criminelle qui a traversé cette région de Champagne, un tueur qui photographiait ses victimes. Pendant une trentaine d'années, cet Allemand solitaire a parcouru les routes de France, d'Espagne, d'Italie, de Tchéquie ou de Slovénie à la recherche de jeunes femmes aux cheveux longs, des victimes dont personne trop longtemps ne va se soucier. Au moins 7 meurtres lui ont été attribués, même si les services de police tablent sur 20, 30, peut-être 40 crimes. Des enquêteurs qui ont pu toutefois reconstituer sa trajectoire, un voyage au bout de l'effroi que nous allons raconter aujourd'hui avec nos invités. Volker Eckert, le tueur sans frontières, un camionneur qui collectionnait les meurtres. Comment est-il passé si longtemps entre les mailles du filet? C'est l'enquête de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime aujourd'hui en direct depuis la foire de Châlons en Champagne où je vous raconte la route meurtrière de Volker Eckert, un camionneur allemand qui parcourt depuis des années l'Europe d'est en ouest, un tueur invisible dont la course passe à l'automne 2006 par l'Espagne. Dans la soirée de ce lundi 2 octobre 2006, la silhouette d'une jeune femme en mini-jupe et bustier assise sur une chaise pliante se dessine dans la lueur des phares des véhicules qui se suivent et ralentissent sur cette portion de la Nationale 2, l'ancienne route reliant Madrid à Barcelone et la France. Cet axe de circulation, emprunté par de nombreux poids lourds très passants, est connu pour être un haut lieu de la prostitution. Les filles se succèdent sur 4 ou 5 kilomètres le long de la route sur la commune de San Julia de Ramis, tout à côté de Gérone. Miglena Petrova Rahim, une jeune Bulgare âgée de 20 ans, est l'une de ces filles de l'Est qui vend ses charmes dans ce coin de Catalogne. Auparavant, elle était serveuse dans un restaurant de Dobrich, en Bulgarie. Avec 2 de ses compatriotes, elle vivait ces 3 derniers mois à l'hôtel Xavi à Figueres, puis a déménagé à l'hôtel Europa. La journée à l'hôtel, le soir et toute la nuit au bord de la Nationale 2. Miglena est une très jolie jeune femme aux longs cheveux bruns. Elle se vante d'être l'une de celles qui rapportent le plus d'argent. Officiellement, elle fait le plus vieux métier du monde en toute liberté, même si personne n'est dupe. Son souteneur ne serait autre que son mari, un dénommé Séverin Hérol, resté lui au pays. Aux alentours de 18-19 heures, un camion-citerne stoppe sur le bas-côté de la route, à la borne kilométrique 729, là où est installée Miglena. Le chauffeur, un homme au visage creusé, lunettes de vue, cheveux noirs, sourcils épais, s'exprime correctement et d'une voix calme. Il lui demande une prestation un peu spéciale. Il réclame une mise en scène, l'attacher dans la cabine avant d'avoir un rapport sexuel avec elle. Volker Eckert a proposé le même scénario quelques centaines de mètres auparavant à l'une des amies de Miglena, une Bulgare prénommée Vicky. Celle-ci, malgré la promesse de quelques dizaines d'euros supplémentaires, a refusé. Elle trouvait le chauffeur un peu trop tordu. Miglena, elle, n'est pas apeurée. Elle a déjà connu des clients ayant toutes sortes de fantasmes. Pour 60 euros, elle monte dans la cabine. Le chauffeur va garer sa semi-remorque dans un coin discret. Vicky a vu le poids lourd s'arrêter devant la chaise de Miglena et celle-ci discuter avec le chauffeur. Puis, elle a perdu de vue son amie. Vicky ne s'est pas inquiétée. Il arrive que des clients souhaitent passer une nuit entière avec une fille. Mais cette absence-là se prolonge. Le lendemain, mardi 3 octobre, Miglena n'a pas regagné l'hôtel Europa. Son mari et protecteur est le premier alerté de cette disparition cachée, pour l'instant, aux autorités. Mercredi 4 octobre, le corps d'une jeune femme est découvert dans un petit fossé, non loin d'un terrain de football sur la commune d'Hostalric, en Espagne, à une 50aine de kilomètres au sud de San Julia de Ramis.
Le cadavre est dénudé, le visage est marqué par des coups, son corps montre des hématomes. Autour du cou, son meurtrier a abandonné une fine cordelette en nylon. La victime porte encore des traces de lien autour de ses poignets. Elle a de toute évidence tenté de se défendre en portant des coups de tête et de pied à son agresseur. Le médecin légiste indique que la victime est morte par suffocation. Elle a été étranglée pendant de longues minutes et a été violée. Même si la morte d'Ostalric ne porte pas de papier sur elle, elle est très rapidement identifiée par la police locale. Sur photo, un fonctionnaire en charge des affaires de prostitution dans la région reconnaît formellement Miglena Petrova Rahim, tout simplement parce que la jeune Bulgare est récemment apparue dans une retentissante affaire judiciaire. Elle a témoigné sur les pratiques d'un haut responsable local de la police accusé de corruption. Miglena a-t-elle payé de sa vie son témoignage? Personne n'y croit, mais l'identification express de la victime permet aux enquêteurs de faire un bond de géant. Les autres prostituées bulgares sont retrouvées. Vicky raconte que le dernier client de Miglena était le chauffeur d'un camion-citerne immatriculé en Allemagne. Elle se souvient bien de cet homme car il lui avait fait une proposition des plus scabreuses. Il voulait l'attacher dans la cabine. La prostituée se souvient vaguement de l'allure de ce type, mais un détail lui revient à l'esprit. Elle se souvient que son camion portait en grosses lettres l'inscription Metra, une société de transport de Ulsnitz, une petite ville autrefois située en Allemagne de l'Est. Bonjour Philippe Dufresne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Châlons-en-Champagne dans le studio mobile, j'ai envie de dire, de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'Union Lardonnais et auteur de Fourniret, Vérités et Mensonges aux éditions JPO Collection. Jacques Pradel, alors on va pas parler aujourd'hui de Fourniret, même si c'est un personnage que vous connaissez bien, on parle de Volker Eckert. À ce stade de l'enquête, on reste en Espagne. On n'a pas encore, évidemment, de visibilité sur qui a pu tuer cette pauvre Miglena. Simplement, vous qui connaissez bien les affaires policières, on peut dire qu'on a un sacré coup de chance quand même avec ce témoignage d'une prostituée amie. Parce que sans ça, ce routier, peut-être, il aurait vite disparu dans la nature. Oui, tout à fait, sans à la fois le témoignage et puis des images qui vont être extraites d'une surveillance vidéo. Volker Eckert aurait sans doute continué et la liste de ses victimes se serait allongée. C'est vraiment un coup de chance. Oui. C'est-à-dire, il y a la vidéo là, c'était près d'un stade, hein, donc il y a une vidéo qui voit ce camion. On voit pas la personne évidemment jeter le corps de la prostituée. Il y a ces images vidéo, puis il y a ce témoignage, hein, les deux concordent. De la copine de Miglena, hein, qui va être très précis. Voilà, la copine de Miglena, Vicky, explique qu'il y a sans doute le dernier client de Miglena est un routier qui conduit un poids lourd citerne et on va trouver le corps de Miglena, un endroit où la vidéo montre que le camion a stationné. Et ça match, j'allais dire, entre le témoignage de Vicky et les images. Alors on va s'apercevoir que les cibles favorites de ce routard, du routier du crime, j'ai envie de l'appeler comme ça, on va voir déjà qui il est dans un petit moment, mais on s'aperçoit que les cibles, ce sont des prostituées. C'est pas un hasard, parce que ce sont des filles qui sont souvent isolées et fragiles, et c'est une époque aussi où il n'y a pas beaucoup d'associations de défense, etc. Oui, c'est un tueur qui va progresser. Au tout début de son parcours criminel, on le verra tout à l'heure, ce ne sont pas des prostituées. Mais ensuite, en très grande majorité, ce seront des prostituées parce que ce sont des filles faciles d'accès, parce que ce sont des filles dont tout le monde se moque. Hein. Finalement, on va s'en apercevoir dans les différentes enquêtes, en dehors de la police ou de la gendarmerie et de la justice, il y a très très peu de personnes qui vont vraiment s'inquiéter. On a en ligne Nicolas Robière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'être l'invité aujourd'hui de l'heure du crime depuis Châlons-en-Champagne pour la foire de Châlons-en-Champagne. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la République des Pyrénées. Vous connaissez très bien cette affaire puis vous l'avez couverte pour le journal Sud-Ouest à l'époque. En deux mots, mais on va y venir évidemment dans un petit moment. On sait que ce fameux routier du crime, il a aussi sévi dans votre région. Vous qui connaissez bien cette partie de la France et cette frontière espagnole, les Mossos, comme on les appelle, la police catalane, va vraiment faire un travail méticuleux et assez rapide finalement. Oui, Philippe le disait, ils ont de la chance.
connaissent la prostituée, ils ont un témoignage qui leur permet de les mettre sur la voie. Et ils ont les Mossos d'Esquadra, donc c'est la police catalane. Hein. Ils ont l'idée de suivre le camion en fait, et c'est ça qui va permettre de remonter jusqu'à Volcker-Ecker. Et c'est vraiment ce qui est déterminant, puisque, mais on y reviendra, vous le disiez, 5 ans avant, il était passé, s'est établi à Bordeaux, et il avait fait déjà une victime. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là d'ailleurs, après l'arrestation de Volcker-Ecker, que ce crime non résolu depuis 5 ans, 6 ans même, finira par trouver au moins un épilogue. Alors comme quoi c'est toute l'histoire du crime qui est presque résumée, toute l'histoire des enquêtes, c'est-à-dire il y a à la fois un témoignage et un camion, Nicolas Rebière. C'est vraiment là, c'est pas un coup de chance, mais enfin il y a un travail qui est déjà bien amorcé, si je puis dire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est impressionnant avec cette affaire Eckert, c'est que à partir du moment où on le repère, on va pouvoir remonter énormément de crimes. Ce qui est impressionnant aussi, et Philippe le dira sans doute, c'est que moi j'avais fait pas mal de papiers à l'époque. Ça a été la collaboration des polices européennes qui a vraiment permis de remonter en fait le fil de plusieurs crimes. Eckert était un itinérant solitaire. Les policiers vous disent souvent, c'est quoi le crime parfait? C'est de commettre un crime à un endroit où vous n'êtes pas connu, avec une victime que vous connaissez pas. Vous enlevez énormément de chances à la police de vous retrouver. Et c'est exactement ce que faisait Eckert. Il prenait des gens pas forcément connus, dans des milieux où on témoigne pas forcément auprès de la police. Il les tuait, il les amenait quelques kilomètres plus loin et il disparaissait. En toute discrétion, la police catalane va retracer le parcours du camion-citerne allemand et remonter fatalement jusqu'à celui qui le conduit, sans se douter une seconde que cet homme est l'un des pires criminels du moment, un prédateur qui avait un macabre rituel. Dans les jours qui suivent le meurtre de Miglena, la prostituée de la route nationale numéro 2, la police catalane met tout en œuvre pour retrouver la piste du camion-citerne allemand. Le chauffeur serait un Allemand de 47 ans, un certain Volcker-Eckert. C'est le nom qu'il a laissé chez Neoplastica, une entreprise de transformation de plastique proche d'Ostalric, là où était retrouvé le corps de Miglena Petrova Rahim. Le chauffeur a déchargé ici 2 tonnes de billes de plastique. C'était 1 heure environ après que Miglena soit monté avec lui. Le personnel de l'usine n'a vu personne d'autre dans le camion de toute évidence. La jeune Bulgare était déjà morte et dissimulée dans la cabine. Ce n'est qu'après que le routier se soit débarrassé de son corps qu'une caméra de surveillance du stade Ostalric l'a filmé. Les enquêteurs savent que le camion-citerne a ensuite emprunté l'autoroute AP7 en direction du nord. Le poids lourd a traversé la France, puis a regagné l'Allemagne jusqu'à Hölsnitz, en Saxe, le siège de l'entreprise de transport. Un mandat d'arrêt international est rapidement délivré par un juge de Gérone. Les autorités espagnoles transmettent à l'Allemagne l'immatriculation du camion et le nom de Volcker-Eckert. Ce vendredi 17 novembre 2006 au matin, 1 mois et demi après le meurtre de Miglena, Volcker-Eckert est à Wessling, dans la grande banlieue de Cologne, pour un chargement. Il doit ensuite se rendre au siège de la société qu'il emploie à Hölsnitz, en Saxe, pour y déposer sa remorque. C'est ici, sur le parking où il doit vidanger la citerne, que la brigade criminelle de Cologne, assistée de 2 enquêteurs venus spécialement de Gérone, décide d'interpeller Volcker-Eckert. L'homme ne paraît pas surpris par le débarquement des policiers. On lui signifie qu'il est témoin dans une affaire de meurtre, celui d'une prostituée, dont le corps a été retrouvé en Espagne. Eckert reconnaît qu'il a transité récemment par Barcelone, s'est rendu en mission en Catalogne, mais il dément toute implication dans un quelconque meurtre. Face aux policiers, Volcker-Eckert se plaint soudain de violents maux de tête. Il souhaite récupérer une boîte dentalgique dans la cabine de son poids lourd. Un policier soupçonne l'homme de vouloir se faire la belle. Il le suit donc jusqu'au camion. Eckert grimpe dans la cabine. L'enquêteur aperçoit alors sur la moquette, entre les sièges, 3 photos Polaroid. Des femmes dénudées, le cou serré par une corde, visiblement mortes. Le routier indique qu'il s'agit de simples photos porno qu'on lui a données, puis préfère ne plus rien dire. Il est aussitôt placé en garde à vue. La cabine est fouillée. Des cordelettes pouvant servir de lien sont retrouvées sous la banquette. Dans une boîte à gants, les policiers trouvent d'autres photos, ainsi que des touffes de cheveux.
Plusieurs mèches de Miglena, la prostituée bulgare, ont été coupées avec des ciseaux. La police perquisitionne également les 2 pièces dans lesquelles vit le célibataire Volker Eckert dans la petite ville étudiante de Hof, en Saxe. Il découvre un amoncellement de photos de femmes découpées dans des magazines érotiques, mais aussi d'autres polaroïdes avec des femmes étranglées. Une poupée gonflable trône dans la chambre sur laquelle ont été collés des cheveux humains, des cheveux de femmes. En quelque sorte, Volker Eckert s'est dénoncé lui-même. Dès le premier interrogatoire, cela m'a semblé évident. Il a pris le risque d'être découvert parce qu'il en avait marre. Il ne voulait plus tuer. Il était continuellement obsédé par ses pulsions de mort. Il n'en pouvait plus. Volker Eckert paraît effectivement soulagé d'avoir été arrêté, à croire qu'il avait même fini par l'espérer, même s'il se tait. Au milieu de tous ces trophées, la brigade criminelle de Cologne a mis la main sur une photo de Milena. Elle a également découvert dans le camion et à son domicile des notes manuscrites. Celles-ci sont des aveux avant l'heure. Il s'agit de la description de ces meurtres sadiques, des femmes attachées et martyrisées. Seul moyen pour Eckert d'assouvir son plaisir. Il va falloir désormais comptabiliser et identifier toutes ces femmes dont Eckert n'a pour l'instant que des souvenirs morcelés. Pour cela, il va falloir refaire les trajets du chauffeur. Cela fait 7 ans qu'il parcourt l'Europe au volant de son camion. Il a obtenu son permis poids lourd en 1999. Il admet qu'il a tué des femmes obsédées par leurs cheveux, mais ne donne pas de détails, dément certains faits, garde le silence sur d'autres. À l'expert psychiatre Norbert Nedopil, il confie que toute sa vie a été en fait placée sous le signe de la violence et du meurtre. Volker Eckert révèle ainsi qu'il a tué pour la première fois le 7 mai 1974, 2 mois avant son 15e anniversaire. C'était à Plauen, la petite ville d'Allemagne de l'Est où il vivait. Il s'était rendu chez une camarade de classe, Sylvia Unterdoffel. Il avait voulu lui caresser les cheveux, elle l'avait repoussé. Il l'avait alors étranglé avec une corde à linge. Il avait pendu le corps inerte de Sylvia à une poignée de porte pour faire croire à un suicide. La police n'avait pas cherché plus loin, ignoré à jamais le meurtre de Sylvia, qui avait de beaux et longs cheveux blonds. Philippe Dufresne, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Je le rappelle, journaliste à l'Union Lardonnais, et vous avez enquêté longuement sur ce personnage, Volker Eckert. On va le voir dans les chapitres suivants, qui a traversé cette région de Champagne et qui a même tué ici sans doute 2, peut-être 3 personnes. On le verra avec vous. Voilà donc pour l'arrestation de Volker Eckert. Difficile à ce stade de savoir le nombre de forfaits qu'il a perpétrés, qu'il a commis, et puis la cadence de ces meurtres. Mais déjà une question très basique, mais qui est-il ce Volker Eckert, Philippe Dufresne? Alors, Volker Eckert, c'est clairement un personnage totalement hors norme. Il commence à être déviant à l'âge de 8-9 ans. Il a déjà une puberté qui est très précoce. Et il s'aperçoit qu'il ressent un plaisir sexuel, allant jusqu'à l'orgasme, lorsqu'il caresse les cheveux des poupées de sa sœur. Voilà. C'est son obsession, les cheveux. Et à partir de ce moment-là, il y a une association plaisir sexuel, cheveux, mais également interdiction, parce qu'il commence à construire un schéma dans lequel il ne peut pas avoir l'autorisation de caresser les cheveux d'une femme, sauf si réussit à la neutraliser, à l'étrangler, et la violer. Et à partir évidemment. de ce moment-là, mais c'est important parce que pour lui, quand il sera un peu plus vieux, il ne peut pas non plus avoir de rapport sexuel avec une femme qui est en vie, parce que ces rapports sexuels passent forcément d'abord par une appropriation des cheveux, l'utilisation des cheveux dans le rapport. Et il refuse par exemple d'embrasser une femme. Donc pour lui, la sexualité est uniquement dans cette dimension de meurtre, puis de consommation de la personne et surtout de ses cheveux. Alors c'est pas un bavard, Volker Eckert, mais il va beaucoup parler à ce fameux docteur Nedopil, qui est le psychiatre qui a été désigné par les policiers allemands. Il dit notamment qu'il a choisi cette profession de routier parce qu'elle va lui permettre d'assouvir ses pulsions meurtrières. Il peut partir comme ça sur les routes et rechercher des proies. Absolument. En fait, il y a 2 moments dans sa vie. Il va tout d'abord avoir une adolescence qui va être marquée par cette obsession des cheveux, par un premier meurtre, ce qui est quand même assez rare. Puis, il va commettre une trentaine d'agressions à caractère sexuel sur des femmes qu'il suit dans la rue parce que les cheveux lui plaisent. Il va finir par être reconnu par 2 femmes et en étant en Allemagne de l'Est, il va être condamné pour cette agression.
Il sera également condamné parce qu'il va tenter, puisqu'il a compris qu'il était dans le collimateur de la police, il va tenter de fuir à l'ouest, il va se faire arrêter. Il sera donc en prison pour les deux chefs. D'une part l'agression des femmes, d'autre part la tentative de fuir à l'ouest. Et si bien quand le mur va tomber, il va être estampillé plutôt prisonnier politique et on va lui proposer tout naturellement un travail de routier. Et finalement, on va l'oublier, parce que c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, Volker Eckert, c'est que c'est un criminel pur et dur depuis l'adolescence. Il a un trajet déjà assez lourd, il passe à travers les gouttes de toutes les enquêtes. Il peut dire merci à l'administration de l'Allemagne de l'Est. Je veux dire, quand il y a le meurtre de sa copine de classe quand il a pas encore 15 ans, les maquisards en suicide, c'est assez grossier comme mise en scène, mais la police dans un système politique où on ne peut pas se suicider, puisqu'on est forcément heureux en étant communiste, va pas s'attarder sur cette affaire-là. Elle s'est suicidée, terminée, on n'en parle plus. Ensuite, il y a ces 30 agressions pour lesquelles il devrait y avoir des voyants en rouge et personne s'y intéresse. Et quand on change de monde, forcément, il s'est refait une identité. Des polices européennes qui vont se pencher sur les trajets du routier allemand. Parfois, ces passages coïncident avec des meurtres de femmes non élucidés, notamment en France, où Eckert aurait frappé à plusieurs reprises. En Allemagne, Gerhard Schmidt, le procureur de la ville de Hof, là où est domicilié Volker Eckert, décrit un profil criminel inquiétant. Un homme qui a tué alors qu'il n'avait que 15 ans et aurait depuis régulièrement attaqué, violé et tué des jeunes femmes. Depuis une dizaine d'années, Eckert a parcouru des milliers de kilomètres dans toute l'Europe, Allemagne, France, Espagne, Suisse, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovénie. Le périple de ses recherches et les potentielles victimes sont impossibles à chiffrer. Après son interpellation, Eckert a évoqué le meurtre d'une prostituée près de Bordeaux, sans autre précision. Le parquet de Saintes, en Charente-Maritime, fait aussitôt le rapprochement avec la découverte, le 25 juin 2001, dans un fossé de l'aire d'autoroute de Chermignac, d'un corps en partie dénudé portant un collier des Spice Girls. La victime avait été étranglée et frappée 4 jours auparavant. La jeune femme s'appelait Sandra Osifo, 21 ans, nigériane, connue pour arpenter le trottoir bordelais. Un parcours en tout point tragique. Sandra Osifo avait quitté son pays en 1998 pour l'Italie, où elle avait travaillé comme coiffeuse avant de se prostituer. Un client l'avait racheté $21 000 à ses souteneurs, puis Sandra s'était prostituée en France. Son frère, ayant refusé de réclamer le corps, la Nigériane avait été enterrée dans une fosse commune de la région. Eckert se souvient d'elle. Il raconte avoir été attiré par les cheveux de la jeune femme sans savoir qu'il s'agissait d'une perruque dont il prélèvera quelques mèches. Volker Eckert, obsédé au point de photographier ses victimes et ses trophées avec un appareil Polaroid, est encore soupçonné de 2 autres meurtres en France. Celui de Benedicta Edwards, 23 ans, originaire de la Sierra Leone. Elle se prostituait aux abords de la gare de Troyes. Retrouvée étranglée au mois d'août 2002 dans un bois de la Chapelle Saint-Luc. Eckert ne reconnaît pas ce crime sur lequel travaille le SRPJ de Reims. Il était pourtant dans le coin lorsqu'il a été perpétré. Le routier avait retiré de l'argent dans un distributeur à Troyes. En revanche, il se souvient parfaitement avoir embarqué dans son camion 2 octobre 2006 une jeune femme blonde aux yeux bleus sur une aire longeant la Nationale 44 à Fessieux, au sud de Laon, dans l'Aisne. Agnieszka Boss, une Polonaise de 28 ans, logée dans un hôtel à Reims, mais se prostituait sur les routes de la région. Son corps ne sera retrouvé qu'un mois plus tard, 100 km plus loin, dans un fossé longeant la Nationale près de Suippes, dans la Marne. La police avait pensé à un sordide règlement de compte ordonné par un souteneur bulgare. C'est en fait l'œuvre d'un chauffeur routier qui avait transporté le cadavre sur des kilomètres et s'en était débarrassé le plus loin possible afin de brouiller les pistes. Nicolas Rebière, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste, rédacteur en chef de la République des Pyrénées, et que vous avez couvert cette affaire à l'époque, et notamment ce meurtre dont je parlais, celui de la prostituée Sandra Osifo, parce que là, c'est chez vous, c'est en Saintes, en Charente-Maritime. Qu'est-ce qu'on sait de cette histoire à l'époque ? Alors, en 2001, on ne sait pas grand-chose, et au point d'ailleurs que les enquêteurs... En fait, ce qui se passe, comment on découvre d'abord ? Il faut imaginer le corps dans un fossé sur l'A10,
Et l'A10, c'est un long couloir de camions où montent et descendent les camions qui viennent d'Allemagne et qui vont en Espagne et inversement, etc. Et donc sur cette extrêmement fréquentée, on aurait pu rater le corps en fait. Et en 2001, juin 2001, les gendarmes du peloton autoroutier vont faire des contrôles routiers. Ils vont mettre un radar. Et c'est en posant le radar qu'ils découvrent le corps de la jeune femme, partiellement dénudée. Et ils n'ont pas grand-chose à l'époque. La disparition n'a pas été signalée, au point, et c'est assez exceptionnel, j'avais retrouvé dans les archives de Sud-Ouest en 2001, puisque moi j'étais pas à Bordeaux à ce moment-là, c'est que ils ont passé, on a publié, les gendarmes ne savent tellement pas qui c'est, ont du mal à l'identifier, Sandra Osifo, qu'ils font un appel à témoins avec la photo de la victime, et on voit très bien que la photo a été prise à la morgue, ce qui veut dire qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose. Et on voit d'ailleurs le petit collier des Spice Girls que portait Sandra Osifo. Donc au départ, 2001, les gendarmes, ils n'ont rien. Oui, et ensuite, on va s'apercevoir que le mode opératoire, le modus operandi, comme on dit, criminel, correspond à celui de Eckert. Alors, il correspond évidemment quand on arrête Eckert, c'est pas avant. Pendant des années, en fait, les gendarmes, ils sont dans le flou. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, Eckert parle d'un meurtre du côté de Bordeaux, et il se trouve qu'effectivement, Charmignac, c'est du côté de Bordeaux, à 100 km, au nord de Bordeaux, mais c'est plus la Gironde. Et au départ, nous on entend parler de cette affaire avec des gens de la PJ, en fait, qui cherchent un meurtre qui pourrait coller et qui ne trouvent pas. Parce que la SRPJ, vous savez, c'est les découpages régionaux. Eux, ils se sont intéressés aux affaires girondines. Ils n'ont pas trouvé de truc qui colle. Et il a fallu quelques jours pour que finalement on fasse faire coller le meurtre de Sandra Osifo avec Volker Eckert. Avec l'histoire d'Eckert. Et on va poursuivre évidemment sur les meurtres en France dans le chapitre suivant, notamment avec Philippe Dufresne. On va raconter l'histoire d'Agnès Cabos et puis les autres crimes qu'aurait commis sur place Volker Eckert. Après quelques semaines d'enquête, Volker Eckert consent à avouer 6 meurtres. Pour les autorités, on est encore bien loin du compte. Le routier allemand pourrait avoir fait sur les routes d'Europe plus de 40 victimes. 41 victimes potentielles pour Volker Eckert. C'est le chiffre établi à La Haye par l'Office européen de coordination judiciaire Eurojust. L'organisme a recensé tous les meurtres et disparitions inexpliquées de prostituées depuis ces 10 dernières années. Autant de crimes qui pourraient être imputés au routier allemand. Ce dernier a reconnu 6 meurtres et ne semble pas en vouloir admettre d'autres. Le décompte s'établit ainsi. 3 prostituées en Espagne, 2 en France, et puis le meurtre qu'il avait commis à l'âge de 15 ans, l'étranglement d'une camarade de classe. Au fil des semaines, Volker Eckert paraît de plus en plus se replier sur lui-même. Après son arrestation, il semblait soulagé de pouvoir collaborer avec la police allemande. Il est devenu désormais beaucoup moins bavard, reste confus sur les lieux, les dates. 2 mois après son arrestation, les gendarmes de la section de recherche de Poitiers lui rendent visite dans sa prison de Bayreuth. Devant les policiers allemands, il a déjà admis le meurtre de la Nigériane Sandra Osifo sur l'aire autoroutière de Chermignac. Les gendarmes ne vont obtenir aucune confidence du tueur au Polaroid. L'entrevue ne dure que 5 minutes. Eckert indique « J'ai déjà reconnu les faits ». Au fil du temps, il s'est lancé dans une espèce de perfectionnement, indique Fabienne Azzori, la procureure de la République de Saintes, qui est alors en charge du dossier Eckert côté français. Pas question pour la France de demander pour l'instant l'extradition d'un homme de moins en moins bavard. Il faut laisser la police allemande agir. Le seul homme qui trouve grâce aux yeux du psychopathe demeure encore et toujours le médecin psychiatre désigné par le parquet, le docteur Norbert Nedopil. Volker Eckert lui raconte dans le détail son enfance dans la petite ville de Plauen, alors en Allemagne de l'Est, le moment où à 10 ans il s'empare de la poupée de sa petite sœur Sabine, fasciné par la chevelure de ce jouet avec lequel il dort. Il va récupérer une mèche de cheveux de sa mère qu'il conserve en secret. En classe, il ne va cesser d'être obsédé par les cheveux des filles. Sylvia Unterdompfel, 14 ans, la première à avoir refusé qu'il la touche, sera aussi sa première victime. 4 ans plus tard, à 19 ans, il est arrêté, condamné pour avoir tenté d'étrangler une jeune femme. Libéré sur parole, il ne va cesser d'agresser des habitantes de Plauen. Une trentaine en 8 ans.
Il pourrait être l'auteur d'une douzaine de meurtres inexpliqués dans la région à cette époque. Il ne sera pas inquiété pour ses crimes. 2 femmes victimes de tentatives d'étranglement finiront par le reconnaître. Il passera 6 ans en prison, choisissant à sa sortie en 1999 de devenir chauffeur routier international. 41 victimes potentielles, autant dire que ce chiffre est totalement effrayant. Il ferait de Volker Eckert l'un des pires tueurs en série de l'histoire, on ne peut pas dire autrement. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais, je voudrais qu'on revienne avec vous sur les crimes imputés à Eckert dans la région où nous sommes aujourd'hui, la région de Champagne, et notamment celui, je crois, d'une jeune polonaise, Agnieszka Boss. Voilà, donc celui-ci de meurtre, il va le reconnaître. En revanche, concernant la prostituée de Troyes, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas d'aveu formel. La jeune femme qu'il va tuer, qui est une prostituée d'origine polonaise, qui a 28 ans, qui habite à Reims, qui loge dans un hôtel, travaille sur la route qui relie Reims à Lens. Et c'est sur ce secteur à hauteur de Fétieux, donc qui est très passant, il faut le dire. C'est une région où il y a de grandes routes, où il y a beaucoup de camions, etc. Beaucoup de camions. À l'époque, il y a beaucoup de prostituées qui travaillent sur ce tronçon-là, et c'est là que la route de Volker Eckert va croiser le destin de Agnieszka Boss. Agnieszka Boss a 28 ans, c'est une belle femme. Hein, c'est une femme qui est blonde, qui a les yeux bleus. Qui appartient à un réseau de prostitution bulgare. Elle a 2 petites filles qui sont au pays, et c'est un petit peu ce qui l'amène aussi à accepter plus facilement ce métier. Un mot, Philippe Dufresne, on parle du tueur au Polaroid, on sait que il photographie ses victimes, mais pas que. Expliquez-nous. La photo, c'est vraiment central chez lui, c'est-à-dire que il va avoir besoin de prendre des photos de ses victimes mortes, pour pouvoir revivre de façon intellectuelle, mais aussi de façon très très physique les agressions qu'il a pu commettre, notamment en fixant parfois les polaroïds sur la tête de la poupée gonflable qu'il a chez lui, et en agrémentant le tout de mèches de cheveux qu'il a pris à ses victimes, et parfois même d'effets vestimentaires ou de sacs à main, de choses comme ça. Il a également un système qu'il a mis au point avec un appareil à déclenchement à distance pour se prendre lui-même en photo quand il est en train de violer les cadavres. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, il en a réellement besoin. Il y a également cette part importante de l'image. Totalement effrayant, là. Parce que là, c'est une trajectoire digne de la psychiatrie pure et dure. Et il a encore une troisième utilisation de photos. Il prend des photos dans des revues spécialisées. Il fait des montages, etc. Il fait des montages et il en garde aussi dans son téléphone, des choses comme ça. Nicolas Rebière, vous êtes notre deuxième invité aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste, rédacteur en chef à la République des Pyrénées. Et vous connaissez bien cette affaire pour avoir notamment couvert le dossier Sandra Osifo, l'une des prostituées par Eckert. Un mot sur cette visite des gendarmes de Charente-Maritime à Eckert. Ce sont finalement les seuls enquêteurs français qui ont eu l'occasion d'être les yeux dans les yeux avec ce tueur en série. Ouais, c'est ça. Alors, le problème, c'est que, et vous l'avez dit, Eckert, il parle pas, et puis il lâche pas grand-chose à ce moment-là, et malgré tout, je pense, je suis pas dans la tête des gens de la SR de Poitiers, je pense qu'il y avait quand même eu l'idée d'un aboutissement d'avoir ce témoignage pour ce qu'il était, parce que mine de rien, ce que je disais tout à l'heure, ils cherchent pendant 5 ans, ils avaient reproché avec d'autres meurtres, notamment du côté de Toulouse, ils avaient fait plusieurs recherches, etc. Et mine de rien, on arrive à démêler une affaire qui était vraiment partie très très mal, avec difficulté d'identification de la victime. Elle avait fini par être identifiée grâce à un dossier OFPRA. Donc c'est sûr qu'il n'y aura jamais de procès, de toute façon il n'y en aura pas sur Eckert, mais je pense qu'il y avait quand même un aboutissement, même s'il est effectivement très court, comme vous le racontiez. En seulement quelques mois d'enquête, Volker Eckert apparaît déjà comme l'un des plus redoutables prédateurs de l'histoire criminelle. Un tueur en série dont le tableau de chasse ne peut pas être établi avec précision et ne le sera jamais. Eckert choisissant une bonne fois pour toutes le silence. Vu la dimension européenne de l'affaire et la difficulté de dénombrer précisément le nombre des victimes, la brigade criminelle de Cologne transmet le dossier à l'Office fédéral chargé de la criminalité. Ces policiers spécialisés, habitués à travailler avec les autres polices européennes, ont la charge d'établir une
cartographie des crimes pouvant être attribués à Eckert. 40 enquêteurs appartenant à l'office sont ainsi affectés au seul dossier Volcker-Eckert. À ces hommes de découvrir toutes les routes empruntées depuis une dizaine d'années par le chauffeur routier, de recenser ses ordres de mission, d'identifier tous les endroits où il a fait le plein, tous les péages franchis en notant les jours et les heures précises. Les informations GPS des véhicules qu'il a pu utiliser sont compulsées. Des demandes de renseignements sont adressées à 32 pays. Le routier pourrait être un tueur en série, un tueur de masse. Bon nombre de ces victimes n'ayant sans doute jamais été recensées. Des prostituées travaillant loin de leur pays respectif et ayant bien souvent coupé les ponts avec leur famille. Si Eckert ne parle pas, la seule chance des enquêteurs est de pouvoir s'appuyer sur des témoignages ou des signalements. Aux 6 meurtres avoués, ça n'ajoute d'autres. On lui attribue ainsi celui de Marie Velezova, une jeune russe dont le corps longtemps anonyme reposait dans une tombe près de Gérone. Eckert pourrait encore être l'auteur du meurtre d'une jeune femme non identifiée, étranglée près d'une autoroute à Pilsen en juin 2003. Il était dans le secteur. On le soupçonne encore d'être derrière la mort d'une prostituée ghanéenne, Agno Begali, tuée dans la région de Brescia, en Italie, en septembre 2004. Volcker-Eckert refuse désormais de prononcer le moindre mot. Le détenu, placé à l'isolement, ne sort que très rarement de sa cellule et paraît résigné. Il semble avoir prématurément vieilli. Il mange peu, a beaucoup maigri. Il ne lit pas, n'écoute pas de musique et passe ses journées sur son lit. Le 1er juillet 2007, 9 mois après son arrestation, on le retrouve pendu dans sa cellule de Bayreuth. La seule femme qu'il estimait, sa sœur prénommée Sabine, était jusqu'ici la seule à lui rendre visite. Elle avait décidé de cesser de venir le voir après avoir pris conscience et déclaré que son frère était un monstre. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union, un monstre qui, hélas, peut-on dire, pour les victimes et hélas pour cette enquête, un monstre qui ne parlera plus. Quelle frustration pour les enquêteurs. Comment expliquer ce suicide, Philippe ? Il emmène ses secrets avec lui, hein, c'est une évidence. Je pense que il y avait la peur d'être confronté à des réalités finalement qu'il fuyait depuis qu'il est enfant. Il y a quand même quelques éléments qui sont assez troublants par rapport au suicide. Il va se pendre en faisant un nœud qui est strictement identique à celui qu'il utilise, soit pour ligoter ses victimes, soit pour les un drap, étrangler. c'est ça ? Voilà, et surtout la forme du nœud, hein, c'est ça qui est assez importante. Et puis il y a également le fait qu'il arrête de s'alimenter quelques jours avant. Et quand il va commettre son premier meurtre, un peu avant d'avoir 15 ans, il est tellement obsédé par les cheveux de sa copine de classe qu'il en arrête de manger. Et il va expliquer, notamment aux enquêteurs et aux psychiatres, que une fois qu'il aura tué cette copine de classe, il va avoir une véritable frénésie alimentaire, il va manger enfin, parce que finalement, il n'avait même plus le goût de manger tellement il était obsédé par les cheveux. Et avant de se suicider, on retrouve à nouveau cette espèce de volonté de ne pas vouloir manger et cette signature en faisant un nœud identique à celui de ses victimes pour se suicider. Je me demande, moi, s'il n'a pas quelque part capitulé en disant oui, ok, c'est moi, mais je n'en saurais pas plus. Alors, pas question, évidemment, d'excuser une demi-seconde les crimes de Volcker-Eckert. Ce qu'on peut dire, c'est que les psychiatres, enfin, en tout cas, un psychiatre Nerdopil s'est penché sur son cas. Ça revient toujours un petit peu à sa petite enfance, finalement. Hein. Il est marqué par ça. Oui. Une famille assez violente. Il y a un autre phénomène. Il y a un autre phénomène qui était important, qui a été mis en lumière par l'avocat qui avait commencé à travailler à sa défense. Volcker-Eckert a été victime d'un accident de la circulation quand il était vraiment tout petit et il y avait des cicatrices sur le cerveau. Des lésions. Voilà, et il se demandait si ça avait éventuellement pu jouer un rôle. Ce qui n'empêchait pas d'être parfaitement conscient de ce qu'il faisait, puisqu'il organisait quand même très bien ses agressions. C'est des lésions qui l'ont pas effectivement beaucoup perturbé lors de ces crimes. On peut le voir comme ça. Nicolas Rebière, journaliste, rédacteur en chef de La République des Pyrénées, est en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Nicolas. Il y a cette coopération des polices européennes qui est très importante dans ce dossier, parce que finalement, c'est grâce à ça aussi qu'on va aboutir à l'identification de ce routier sanguinaire. Ouais, c'est ça qui est impressionnant d'ailleurs.
pour l'époque, on n'était pas encore... Bon, c'était déjà en place, l'Europe était en place. Enfin, je ne sais pas si à l'époque les enquêteurs étaient si prompts à collaborer avec des étrangers. Cela dit, effectivement, c'est la police espagnole finalement qui l'identifie, c'est la police allemande qui l'interpelle, et elle envoie aux autres polices européennes au gré des itinéraires. C'est impressionnant quand même que l'Allemagne donne autant d'enquêteurs pour essayer de remonter les traces d'un crime. La seule question, c'est que je crois que l'enquête, mais là Philippe pourrait le confirmer, il connaît mieux que moi visiblement la fin de l'enquête, c'est est-ce qu'on a été jusqu'au bout? C'est-à-dire est-ce que l'Allemagne a laissé 40 enquêteurs pour être sûr et fermer toutes les portes des victimes de Volker Eckert? Est-ce que localement toutes les polices sont allées jusqu'au bout de ces affaires-là? C'est là où c'est plus compliqué. Je sais que c'est même une question centrale, Nicolas Rebière, parce que finalement cette enquête, Eckert, il s'est suicidé lâchement, il a décidé de partir sans la moindre explication, sinon d'emporter avec lui sa folie. Mais on peut se demander, effectivement, je pose la question à Philippe Dufresne, où est-ce qu'elle en est cette L'action enquête judiciaire s'est éteinte avec le décès de Volker Eckert, n'ayant pas d'autres suspects. Et puis, encore une fois, on avait des victimes qui étaient complètement isolées, qui étaient souvent rejetées par la famille quand il y avait une famille, et également quand il y avait une présence administrative qui était légale sur le territoire. J'aimerais juste en profiter quand même parce que dans l'affaire Agnès Caboche, il y a un peu d'humanité, c'est que ça ne va pas être un corps retrouvé qui va mettre les enquêteurs sur la piste de cette agression. C'est la logeuse de cette jeune Polonaise qui avait sympathisé avec elle et qui s'est inquiétée en disant ben voilà, je la vois plus. Finalement, ça ramène un petit peu d'humanité dans ce dossier parce que c'est par ce que son amie, sa copine, j'ai envie de dire, n'était pas revue depuis plusieurs jours, qu'elle est allée voir la police de Reims et a dit il y a un problème, elle a disparu. Quelque part, c'était un être humain, ce n'était plus... Parce qu'avec Volker Eckert, les prostituées n'ont absolument aucune valeur humaine. Non, ça n'a pas aucun intérêt. La vie humaine ne compte pas. Philippe Dufresne, est-ce qu'il est permis de croire et d'espérer qu'on identifiera peut-être un jour toutes les victimes d'Eckert? Parce qu'il y a ces listes qui ont été établies par la police. On a l'impression que tout ça est parti à la poubelle et que c'est fini. Comme très souvent avec des victimes qui sont marginalisées, malheureusement. Il faudrait qu'on puisse réussir à faire matcher les dossiers avec Volker Eckert, sachant qu'il n'y a plus de moyens d'enquête qui sont mobilisés dessus actuellement. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.